Encore une offre d'achat qui vient d'être refusée. Vous êtes sans doute à la recherche d'un bien immobilier, vous faites des offres d'achat, mais dans le contexte de surenchère dans lequel on est aujourd'hui, vous avez sans doute dû voir vos offres qui ont été refusées par les vendeurs parce qu'ils en ont sélectionné une autre. Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 stratégies qui vont vous permettre de faire passer votre offre en premier, 10 stratégies qui vont fortement augmenter vos chances d'avoir votre offre d'achat qui va être acceptée par le vendeur. Salut, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier, mais je suis aussi un courtier immobilier et je travaille souvent avec des vendeurs. Et lorsque vient le moment de choisir une offre d'achat parmi la multitude d'offres d'achat qu'on reçoit sur les biens aujourd'hui, il y a souvent des critères qui reviennent. Alors le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu l'envers du décor, vous présenter un peu le processus de prise de décision des vendeurs lorsqu'il s'agit de choisir entre plusieurs offres, et ce, afin de pouvoir en tirer des stratégies qui vont vous permettre de voir vos offres d'achat acceptées. Donc, dans cette vidéo, je vous donnerai 10 stratégies et encore mieux, si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai 2 stratégies bonus en plus qui vont faire toute la différence lorsque vous allez soumettre vos offres d'achat. C'est parti. La première stratégie consiste à, lorsque vous soumettez votre offre d'achat, de la soumettre avec une preuve de mise de fonds. La psychologie du vendeur, dans sa tête, le vendeur, ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif qui est de vendre un bien et d'encaisser son chèque. Et ce qu'il voit, en fait, c'est qu'une offre d'achat, la manière dont les offres d'achat sont structurées avec des conditions, ce sont pour lui, dans sa tête, un ensemble d'obstacles qui vont l'empêcher d'arriver à son objectif. Alors vous, en tant qu'acheteur qui voulez être sélectionné, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est un concours aujourd'hui pour acheter des propriétés, vous devez vous assurer de lui faire comprendre qu'il y aura le moins d'obstacles possible entre lui et son argent. Et comment vous le faites? En donnant une preuve de mise de fonds. Il est assez fréquent de voir des gens qui ne passent pas au financement ou qui finalement n'ont pas assez de mise de fonds et ne peuvent pas compléter leur transaction. Alors les vendeurs sont au courant de ce fait-là et ce qu'ils veulent, c'est voir upfront dès le départ. Ils veulent voir une preuve de mise de fonds parce que c'est comme ça que ça les rassure que votre offre que vous avez faite, dans laquelle vous aviez indiqué que vous aviez X milliers de dollars de mise de fonds, que ces fonds-là, vous les ayez réellement. Et croyez-moi, ça fait la différence. J'ai été dans les processus de délibération où est-ce que le vendeur me disait oui, il m'a donné le prix le plus élevé, mais je n'ai pas de preuve qu'il a les fonds qu'il prétend avoir. Donc, ce qu'on fait dans ce moment-là, c'est qu'on appelle les courtiers, on court à gauche, à droite. Mais s'ils ne sont pas rejoignables, ça peut rapidement vous faire perdre justement cette opportunité. Alors, assurez-vous de systématiquement fournir une preuve de mise de fonds lorsque vous faites une offre d'achat. Deuxième stratégie, deuxième point qui est aussi important de considérer, c'est qu'au-delà de la mise de fonds, donc de la preuve de la mise de fonds, ce qu'il faut aussi fournir, c'est s'assurer de mettre un gros pourcentage de mise de fonds. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui, dans le marché dans lequel on est, vous faites des offres d'achat à 5 ou 10%, il y a des choses, elles vont peut-être passer, mais très souvent, ce que vous allez avoir en face de vous, parce que vous êtes en compétition avec d'autres acheteurs. Et ces autres acheteurs, ce qu'ils vont mettre, ils vont mettre du 20, 30. Et dans une dernière offre, dans un dernier bien que je vendais récemment, il y a des acheteurs qui ont mis 40% de mise de fonds. Et pourquoi c'est important du point de vue du vendeur? Premièrement, ça lui prouve que les gens sont solides. Et donc, il aura forcément tendance plutôt à aller vers des gens qui sont plus solides financièrement que des gens qui sont serrés financièrement. L'autre point, c'est que dans un contexte de surenchère dans lequel on est aujourd'hui, où est-ce que les biens se vendent souvent au-dessus de ce qu'ils valent réellement, la banque va vous demander de mettre la différence. Je m'explique. Un bien qui vaut 500 000, mais pour lequel vous avez dû faire une offre à 600 000, la banque va envoyer un évaluateur, l'estimer à 500 000, puis elle vous dira, si votre mise de fonds était de 20%, vous allez mettre le 20% de 500 000, mais elle vous demandera de mettre la différence entre le 500 et le 600 000. Et du coup, vu que vous allez devoir à ce moment-là non seulement mettre le 20%, c'est-à-dire 100 000, mais aussi rajouter un 100 000, donc mettre 200 000 de mise de fonds. Pourquoi c'est important? C'est parce que le vendeur, il en est conscient. Et donc, si vous faites une offre d'achat sur un bien qui part en surenchère ou est-ce que vous surenchérissez, mais que vous êtes limite en termes de mise de fonds, l'inquiétude du vendeur, c'est lorsque s'il accepte votre offre et qu'on arrive au processus d'évaluation de la banque et que la banque vous demande de mettre plus d'argent et que vous n'avez pas ce montant-là, alors là, elle va être inquiète. Alors là, l'offre va tomber. C'est pour ça que les vendeurs ont souvent tendance upfront à choisir l'offre qui vient avec le plus gros pourcentage de mise de fonds parce que ça les rassure et ça leur fait comprendre que si jamais dans le processus par la suite, il y a une demande de rallonge qui est faite par la banque, l'acheteur qui a été sélectionné sera en mesure de pouvoir suivre la cadence.
Le point clé de tout ceci, c'est de dire que le vendeur ne veut pas retourner sur le marché. Il ne veut pas avoir à choisir quelqu'un avec qui ça ne va pas aboutir parce qu'il sait qu'il va perdre le momentum de la transaction. Alors, c'est pour ça que vous devez lui donner tous les arguments pour qu'il vous choisisse dès le départ. Et pour ce faire, il faut que vous le rassuriez par rapport au fait que vous avez réellement la mise de fonds, mais aussi idéalement mettre un gros pourcentage de mise de fonds. Troisième élément, troisième stratégie qui est importante d'appliquer si vous voulez réussir à faire passer vos offres d'achat, et c'est un peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est de fournir une pré-approbation bancaire. Qu'est-ce que c'est qu'une pré-approbation bancaire? C'est un document dans lequel la banque dit « Monsieur Dominique, j'ai revu en détail votre dossier et oui, je suis prêt à vous financer à hauteur de temps. » À nouveau, l'idée, c'est de dire au vendeur, si tu me choisis, il n'y aura pas de problème de financement. Aujourd'hui, pour moi, il est inacceptable de faire une offre d'achat sans avoir une pré-approbation. Je travaille beaucoup avec des vendeurs, je travaille de temps en temps avec les acheteurs. Un acheteur qui n'a pas de pré-approbation, on ne fait pas de visite, on ne va pas sur le terrain parce que c'est une perte de temps. Vous allez avoir en face de vous des gens qui sont hyper prêts. Ça fait 5-6 fois qu'ils sont fait rejeter. Ils ont gonflé, ils sont allés chercher un maximum de mise de fonds. Et vous allez arriver avec un dossier qui est incomplet. Donc, si jamais vous envoyez une offre d'achat sans préapprobation, vous perdez votre temps. Il y a des côtés qui vont carrément l'écrire. Et puis, nous, on l'écrit dans le listing en disant il faut absolument fournir une préapprobation. Et en toute transparence, c'est arrivé récemment, il y a des offres qui ont été soumises sans préapprobation, le vendeur ne les a même pas considérées. Alors vraiment important de systématiquement fournir une préapprobation. Quatrième stratégie, puis c'est un peu une continuité de celle que je viens de vous partager par rapport à la préapprobation, c'est d'avoir une bonne préapprobation. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne préapprobation? C'est une préapprobation idéalement d'une banque réputée, donc une banque qui a pignon sur rue, et aussi une préapprobation avec le moins de conditions possibles. Souvent, les banques ont tendance à vous délivrer des préapprobations en disant conditionnel à la vérification des revenus, conditionnel à telle mise de fonds. Mettez-vous à la place du vendeur. Lui, ce qu'il a devant lui, il a une décision à prendre et il a un document qui lui dit que oui, vous êtes préapprouvé, mais. Alors qu'en face, il a des gens qui sont tous préapprouvés sans mais. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir l'offre la plus convaincante pour le vendeur. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une préapprobation avec zéro condition. Dans un bien qu'on prenait récemment, on a reçu des préapprobations parce qu'il y avait des conditions d'emploi, des conditions de vérification du bureau de crédit. Pour moi, ça venait d'un courtier hypothécaire. Pour moi, c'est un courtier hypothécaire qui ne connaît pas son travail. Parce que le courtier hypothécaire, ce qu'il veut, c'est maximiser vos chances d'obtenir le bien. Et si vous fournissez une préapprobation en n'ayant pas vérifié tous ces éléments-là, il vous met dans une position délicate. Tout ce que ça lui prend, c'est de vous appeler, de vous dire fournissez-moi l'information, je les valide et j'enlève ces conditions. Il faut qu'il y ait le moins de conditions possible parce que le vendeur dans sa tête, une condition veut dire hein, peut-être que ça n'aboutira pas. Et ça, vous voulez vraiment pas vous mettre dans cette position-là. Cinquième stratégie, et c'est toujours par rapport à la préapprobation, il faut avoir une belle préapprobation, mais il faut aussi que la préapprobation fasse du sens par rapport à l'offre que vous faites. Si vous faites une offre à 700 000 et que votre préapprobation est à 650 000, vous perdez votre temps. Donc, quand je parle de préapprobation, c'est si la banque vous dit « j'autorise telle personne à acheter jusqu'à 700 000 » et que vous faites une préapprobation, vous avez une préapprobation à 700 000, mais vous faites une offre sur un bien à 800 000, vous perdez votre temps, le vendeur la mettra de côté. Mais ce n'est pas tout. Même si votre préapprobation est au-dessus du prix que vous offrez, gardez en tête que si ces deux valeurs sont trop proches, il y aura toujours cette interrogation au niveau du vendeur. Je m'explique. Vous avez fait une offre à 675 et votre préapprobation est à 680 000. Le vendeur, ce qu'il se dit, c'est « Waouh, ok, il a donné le maximum, c'est bien, merci, bravo, chapeau. » Mais ça veut aussi dire qu'il est vraiment serré dans ses ratios et qu'il suffit qu'un taux change ou qu'il y ait un changement au niveau de l'économie et que finalement, il se peut que votre prêt n'aboutira pas. Donc, idéalement, allez toujours chercher une préapprobation qui est au-dessus, largement au-dessus de ce que vous recherchez. Parce que si votre préapprobation est exactement au niveau du prix que vous offrez ou juste légèrement au-dessus, le vendeur va avoir de l'inquiétude en se disant « mais est-ce que cette personne sera réellement en mesure d'aller jusqu'au bout de la transaction ?» Et j'ai des gens qui m'ont déjà dit « oui, mais je ne vais pas faire une préapprobation qui est trop élevée, je ne veux pas que le vendeur pense que je peux en mettre plus. » Ok guys, on va se dire les vraies choses. Dans le marché dans lequel on est aujourd'hui, qui est un marché de vendeurs,
Le vendeur s'en fout de votre capacité, il s'en fout de qui vous êtes, il s'en fout de quel montant vous avez. Si vous lui déclarez que vous pouvez acheter pour 1 million, c'est pas pour autant qu'il va essayer de vous amener à 1 million. Il a un objectif, il va avoir la meilleure offre. Donc c'est à vous de montrer votre plus beau jour pour essayer de sécuriser ce bien-là. Alors allez chercher la préapprobation la plus élevée possible en fonction de vos moyens, puis magasiner en dessous, magasiner largement en dessous pour pouvoir vous assurer que l'offre que vous faites n'est pas trop proche de votre préapprobation. 6e stratégie, et celle-ci, elle n'a rien à voir avec les chiffres, puis restez bien jusqu'à la fin, on parlera vraiment à la fin du prix. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, puis oui, c'est important, mais ce n'est pas la chose la plus importante, mais oui, c'est important. Et là, on va entrer sur des considérations qui sont beaucoup plus, je dirais, émotionnelles. Donc, la 6e stratégie que je vais vous partager, c'est vraiment d'essayer de créer une connexion avec le vendeur ou avec le courtier du vendeur lors de la visite. Il est assez courant, le dernier bien que j'ai mis en vente, on a eu à peu près on a eu 60 visites en 2 jours, puis on a eu 11 ou 12 offres. Et la question qui revenait souvent, puis lors de cette vente-là, j'ai invité mon vendeur à être présent lors de la vente. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet aussi au vendeur d'avoir un peu un feeling de qui il y a en face. Je suis principalement un investisseur immobilier, mais j'ai aussi ma licence de courtier immobilier. Donc, au passage, si vous souhaitez mettre des liens en vente, je vous invite vraiment à prendre contact avec moi. Vous trouverez un lien dans la description qui va vous permettre de prendre un rendez-vous pour avoir une consultation gratuite dans laquelle je vous évaluerai votre bien, mais je vous montrerai aussi quelles sont les stratégies que nous mettons en place pour aller vous chercher le prix le plus élevé possible, mais aussi aller vous chercher des acheteurs de meilleure qualité. Donc, revenons un peu sur l'élément qui est sur la 6e stratégie. Elle consiste vraiment à créer une connexion avec le vendeur. Et pourquoi créer une connexion avec le vendeur? C'est parce que lorsqu'on reçoit une douzaine d'offres, à un moment, la question qui revient souvent des vendeurs, c'est de dire, mais lui, c'était qui? Et ça, c'est pas bon, en fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est quand vous pouvez créer une connexion lors de la visite avec le vendeur pour qu'il se souvienne de vous. Ça a l'air de rien, mais si à la fin de la journée, vous avez une offre qui est exactement équivalente à celle d'une autre personne, parce que vous avez créé une connexion avec lui, il aura tendance à aller vers vous parce que c'est humain. On est connecté, on est des humains, on est des animaux sociaux. Donc, essayez de créer une connexion avec le vendeur, comprendre pourquoi il vend, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il va. Et tomber surtout pas dans le piège, par exemple, de comment certaines personnes le font en dénigrant systématiquement les biens. C'est d'ailleurs ça la 7e stratégie que je vais vous partager, c'est d'éviter de dénigrer les biens. Donc, autant que vous essayez de créer une connexion lorsque vous êtes présent sur place, vous devez aussi vous retenir de dénigrer le bien. On a eu une offre d'achat où est-ce qu'on a le courtier immobilier lors de la visite posait des questions en disant ça c'est pas légal, ça c'est pas normal. Et puis avec mon vendeur on se regardait en se disant mais c'est qui ce gars? Puis on pensait qu'il ne ferait même pas d'offre d'achat, il en a fait une. Lors de la délibération, mon vendeur m'a dit, mais je ne veux même pas entendre parler de son offre parce qu'il était fortement désagréable. Donc, si vous venez seul ou si vous venez avec un courtier, keep him in check parce que si votre courtier commence à être désagréable avec un vendeur, ça n'augure pas bien pour que la transaction ait lieu. Puis, c'est psychologique. Si déjà, avant d'avoir acheté le bien, avant d'avoir fait une offre d'achat, votre courtier est désagréable, comment ça va se passer dans le processus lorsqu'on va être au stade de négocier, de travailler ensemble? Donc, c'est vraiment important. Créer une connexion avec le vendeur, une connexion positive et abstenez-vous de dénigrer le bien. Si vous y a des points qui vous dérangent, notez-les, puis posez les questions ensuite, par la suite, à travers votre courtier qui va le demander au courtier du vendeur. Ça va beaucoup mieux passer que de commencer à agresser le vendeur pendant la visite ou d'agresser le courtier du vendeur pendant la visite. 8e stratégie que je vais vous partager, c'est ça revient à la psychologie dont je vous ai parlé. Le vendeur voit votre promesse d'acheter le bien comme étant un ensemble de conditions, donc un ensemble de roadblocks entre lui et son argent. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, réussir à faire passer vos offres d'achat, il faut absolument qu'il y ait le moins de conditions possibles. L'une d'entre elles est notamment l'inspection, on en parlera tout à l'heure, mais il faut qu'il y ait le moins de conditions possibles. Ce que je veux dire par condition, c'est que si vous faites une offre d'achat conditionnée à ce que vous vendez votre maison actuelle, mettez-vous à la place du vendeur. Même si le marché est bon, il va se dire, mais donc si lui je le choisis, il faut que j'attende qu'il vende avant d'encaisser mon cash. Ou des conditions comme par exemple, je veux avoir tel certificat. Si vous avez un bon courtier, ce qu'il devrait faire, c'est contacter le courtier du vendeur, lui demander le document et s'assurer d'obtenir rapidement pour faire une offre sans cette condition-là.
J'ai un courtier qui avait fait une offre d'achat sur le bien pour lequel je représentais mon vendeur. Et initialement, il avait mis une condition qui était d'avoir un certificat de remblai. C'est un certificat qui prouve que lorsque c'était une construction neuve, lorsque le développeur qui a construit, le constructeur qui a construit le bien, lorsqu'il a fini de creuser, de monter les fondations et qu'il a remblayé, il s'est assuré d'avoir pris des matériaux non contaminés. Et c'est ce certificat qui permet de le prouver. Et j'avais le courtier qui m'a posé la question en disant « Est-ce que vous l'avez ?» Puis la réponse était « Non, on ne l'a pas ». Et il a fait quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il allait regarder sur les listings des bâtiments à côté, donc des bâtiments qui avaient été vendus récemment. Et vu que c'était une zone commune, donc il a réussi à retrouver ce certificat-là pour un bâtiment qui était à côté d'une autre. Et il me l'a envoyé en disant, écoute, finalement, j'ai trouvé le document, je l'ai trouvé sur un autre listing qui s'est vendu pas loin et qui a été construit dans la même zone et qui couvre aussi ta zone, je te l'envoie. Ça a l'air de rien, mais du coup, quand il a envoyé son offre, il n'avait plus cette condition-là. Donc, il avait une offre avec le moins de conditions possible. Mais même au-delà de ça, lorsqu'est arrivé l'heure de délibérer, malheureusement, il n'a pas eu le bien, mais on l'a classé plus haut qu'il aurait dû être à cause de, malgré son prix, parce que justement, on avait créé une connexion avec lui et parce qu'il avait fait une offre avec le moins de conditions possible et qu'il avait fait l'effort d'aller chercher de l'information pour nous rendre la vie facile. On est tous des humains, on est tous super occupés, alors on va toujours avoir tendance à aller vers des gens qui vont nous faciliter la vie et c'est exactement ce que cette personne a fait. Donc assurez-vous, si vous avez des documents à valider, si vous avez des questions à poser, assurez-vous de le faire le plus rapidement possible pour que lorsque vous soumettez votre offre, qu'il n'y ait plus de conditions, qu'il n'y ait plus de conditions inutiles. Pour moi, la revue des documents ou bien des certificats manquants, c'est des choses que votre courtier doit être en mesure de pouvoir demander à l'avance pour ne pas les mettre comme condition dans l'offre parce que ça va simplement vous disqualifier ou vous faire passer après d'autres personnes qui, eux, ont été beaucoup plus diligents et ont été beaucoup plus réactifs dans la collecte d'informations. Prochaine stratégie. C'est là on entend souvent parler, c'est celle de l'inspection. Donc, qu'est-ce que c'est? Souvent, lorsqu'on va faire une offre d'achat, il va y avoir deux conditions principales. La première étant le financement, la deuxième étant l'inspection. Je vous dirais que ça fait une grosse différence. Puis, les organismes publics auront tendance à vous dire, n'enlevez pas l'inspection, il faut que vous la fassiez. Et c'est ça le conseil, c'est ça vraiment la position officielle des organismes qui représentent les courtiers, de l'OASIC et de tous ces gens-là qui sont là pour protéger le public, et c'est vrai. Par contre, dans les faits, ce que je vais vous dire là, c'est que puis là, je vous le dis en étant un peu un insider, je travaille beaucoup avec les vendeurs, et lorsque vient le moment de prendre une décision, il est très clair qu'un vendeur qui a une offre d'achat sur laquelle il n'y a pas une condition d'inspection, il va privilégier cette offre-là. Pourquoi? Parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il sait très bien que vous allez essayer de le renégocier derrière après l'inspection. Alors, le vendeur, ce qu'il va choisir, supposons qu'il a une offre sans inspection, une offre avec inspection à 700 000 et une offre sans inspection à 680, 90 000. Il y a de fortes chances qu'il va aller avec celle sans inspection à 690 000 parce que pour lui, c'est un 690 000 qui est garanti versus un 700 000 qui est encore un maybe ou est-ce qu'il va peut-être se faire renégocier derrière, surtout si le bien est un peu plus usagé, un peu plus vieux. Ça fait toute une différence. Je ne peux pas légalement vous conseiller de ne pas mettre une condition d'inspection, étant courtier immobilier, étant soumis donc à la réglementation de l'OASIC. Par contre, ce que je peux vous dire de mon expérience en ayant travaillé avec des vendeurs, c'est que lorsque vient le moment de prendre la décision, à offre équivalente ou des fois même à offre plus basse, les vendeurs ont tendance à choisir une offre parce qu'il n'y a pas d'inspection, parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Une fois qu'on a dit ceci, il faut quand même vous protéger. Puis, je suis un investisseur immobilier, j'achète beaucoup ces temps-ci. Puis moi, mes offres personnelles sont sans inspection parce que lorsque je fais ma visite, je fais mon inspection en même temps. C'est une stratégie que j'utilise, ça me permet de passer devant plein d'autres personnes qui mettent des conditions d'inspection, même si mon prix n'est pas plus élevé que le leur, parce que dans la tête du vendeur, il n'y aura pas de renégociation suite à l'inspection. Donc lorsque je fais mon offre, lorsque je fais ma visite avant de faire mon offre, je m'assure d'aller inspecter le bâtiment. Donc j'annonce les couleurs en disant, moi je vais te faire une offre sans inspection. Par contre, lors de la visite, je vois un maximum de choses. Et donc là, je vais aller voir tous les logements, je vais aller voir la fondation, je vais aller voir le toit. Je viens soit avec mon partenaire qui s'y connaît très bien en bâtiment. Sur un condo, il n'y a pas grand chose à vérifier. Sur un plex, c'est un peu différent, mais je vous dirais vraiment, si vous vous positionnez sur un bien, dans la réalité des faits, un vendeur qui a une offre où est-ce qu'il n'y a pas d'inspection sera plus enclin à aller vers cette offre-là parce que pour lui, c'est un tien. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On arrive enfin au prix, dernière stratégie ou avant les deux stratégies bonus que je vais vous donner.
c'est qu'il n'y a pas de secret. Hein. Le vendeur, il veut son prix. Puis, ce que je vous donne là, c'est un ensemble de stratégies qu'il faut combiner ensemble pour aller chercher, pour maximiser ses chances d'obtenir une offre acceptée. Mais ultimement, oui, le prix est important pour le vendeur. Le but ultime de mettre un bien en vente, c'est d'aller chercher le meilleur prix. Mais ce que je voulais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est de vous dire qu'au-delà du prix, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi venir jouer en votre faveur. Le prix ne fait pas tout. Le prix est très important, mais le prix ne fait pas tout. Mais c'est clair que si vous voulez faire une offre d'achat sur un bien qui est en surenchère, ou est-ce qu'il y a 5, 6, 8 offres et que vous faites une offre au prix, vous avez peu de chances de l'avoir. Puis votre courtier devrait vous le dire, je suis obligé légalement de soumettre une offre, mais on est en train de perdre notre temps parce que dans un contexte de surenchère, si vous faites une offre au prix, il y a peu de chances que vous allez l'avoir. Alors là, vous avez deux décisions. C'est soit vous surenchérissez, soit vous laissez passer. Et c'est OK. Il faut vraiment que vous soyez confortable avec le prix que vous offrez. Mais si votre objectif est d'obtenir un bien, il faut que vous soyez prêt à mettre le prix fort. Puis l'autre élément que je vous amenais aussi dans l'équation, c'est prenez en compte la valeur du temps. À combien vous estimez le fait de faire plein d'autres visites? À combien vous estimez le fait que le marché immobilier continue constamment à augmenter et que donc, du coup, pendant que vous continuez à chercher et à laisser passer ce bien-ci pour peut-être 10 000, 15 000 ou 20 000, ben, pendant ce temps-là, le marché, il augmente. Donc, ultimement, j'ai une connaissance, ça fait 2 ans qu'il recherche, puis il laisse passer des biens pour 10 000. Et je lui dis, mais ça fait 2 ans que tu recherches et ça t'a coûté combien de temps? Combien de temps tu as dû passer dans cette recherche à ne pas aller au travail et à ne pas être payé? Et surtout, quel est le montant que le marché a pris depuis ton 10 000, tu l'as largement dépassé. Donc, on travaille aussi beaucoup avec les acheteurs. Si vous êtes intéressé à acheter des biens, je vous inviterai à mettre, vous trouverez un lien dans les commentaires pour prendre contact avec mon équipe. On se fera un plaisir de travailler avec vous après approbation, bien sûr, ou on ira vous en chercher une. Mais il faut comprendre le marché dans lequel on est. On est dans un marché où il y a très peu d'inventaire. Alors, si vous voulez réussir à faire des acquisitions, il n'y a pas de secret, il faut être prêt à mettre le prix fort. Donc, le prix est un élément super important. Comme je vous avais dit, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai 2 éléments bonus pour vous. C'est le premier, une stratégie aussi qui est très intéressante lorsque vous faites une offre d'achat sur un bien, c'est de mettre un acompte. Un acompte, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de dire au vendeur, tu vas toucher de l'argent un peu plus vite. Surtout lorsque vous avez une date de signature qui est un peu plus loin. C'est intéressant de lui dire, par exemple, j'achète un bien à 500 000, je dois mettre 100 000 de mise de fonds, je vais mettre 10 000 en acompte. Ce que ça veut juste faire, c'est que lorsque vous allez arriver chez le notaire, votre mise de fonds va être réduite de 10 000 parce que vous lui aurez déjà donné 10 000 au vendeur. La bonne nouvelle aussi, c'est que ce 10 000, si toutes vos conditions ne sont pas réalisées, vous le récupérez. La bonne nouvelle, c'est que ce 10 000, vous ne le donnez pas au vendeur, mais surtout pas au vendeur, vous le donnez soit au notaire, soit en fidéicommis, soit vous le donnez au courtier du vendeur. Mais dans tous les cas, soyez rassurés, c'est juste un 10 000 qui psychologiquement, c'est vraiment important. Ça permet au vendeur de se dire, je vais pouvoir toucher un 10 000 dès aujourd'hui et je n'aurai pas à attendre 2 ou 3 mois, par exemple, si la date de signature est dans 2 ou 3 mois pour toucher du cash. Ça a l'air de rien, mais c'est ces petits détails-là qui font la différence lorsque vous êtes au coude à coude avec d'autres offres. Deuxième bonus que je vous donne aussi, c'est d'être extrêmement flexible sur les dates d'occupation. Souvent, les vendeurs vont lorsqu'on va rédiger une offre, rédiger un listing, le vendeur va exprimer la date à laquelle il veut déménager. Et des fois, il y a encore un peu de flou à son niveau. Donc, il se peut qu'il mette date flexible. À ce moment-là, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de contacter le courtier du vendeur, de lui dire quelle est la date qui arrange le plus ton client. Ça a l'air de rien, mais si vous lui offrez exactement la date qui l'arrange, en fonction bien sûr de vos propres besoins, ça va venir maintenant faciliter la prise de décision. Et croyez-moi, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment l'envers du décor. Je travaille beaucoup avec les vendeurs. Puis lorsque vient le moment de prendre la décision, c'est exactement les questions qu'on se pose. C'est de dire, il me pose la question de savoir, ouais, mais lui, vu qu'il veut aménager plus tard et qu'on signe dans 30 jours, ça veut donc dire que je dois lui verser un loyer. Donc, j'ai encore sorti l'argent de ma poche. Je suis propriétaire. Je dois lui verser un loyer. Ça a l'air de rien, mais c'est juste venir enlever des inquiétudes au niveau du vendeur. Et comment vous faites ça? Très simplement, vous demandez à votre courtier d'appeler le courtier du vendeur en lui disant « J'ai vu que vous avez mis une date flexible ou que vous avez mis une date fixe. Quelle est la date qui arrange vraiment votre client? Puis moi, je vais m'aligner dessus. » C'est comme ça que vous faites une offre la plus compétitive possible. Et parce que j'aime ça, je vais vous donner encore un 3e bonus. Je vous encourage fortement, surtout si c'est votre première acquisition ou si vous êtes dans le domaine du résidentiel, donc une maison, un duplex ou un condo, de travailler avec un courtier immobilier. Pourquoi? Parce qu'il a accès à de l'information à laquelle vous n'avez pas accès.
Deuxièmement, parce que dès qu'il y a une offre qui est déposée sur un bien, le courtier du vendeur est supposé broadcaster l'information à tous les autres courtiers immobiliers qui sont impliqués dans la transaction. Puis il est aussi censé le faire vis-à-vis des acheteurs qui viennent en direct. Mais la réalité, c'est que les outils permettent de le faire très facilement avec les autres courtiers immobiliers. Donc, il se peut que vous ne soyez pas au courant. Surtout si vous avez prévu de faire une offre qui n'est pas vraiment très intéressante, qui est pas vraiment, où est-ce qu'il sait qu'il y a peu de chances qu'elle va passer. Alors, le fait d'avoir un courtier immobilier, ça va vraiment vous permettre d'être sûr de recevoir l'information, d'être sûr d'avoir accès à de l'information privilégiée qui est réservée aux courtiers. Donc, je vous invite vraiment dans le cadre du résidentiel, donc si vous achetez une maison, un condo ou un duplex, à vous faire accompagner par un courtier immobilier. Je vous mettrai le lien de mon équipe dans la description si vous souhaitez vous faire accompagner par mon équipe. Et donc voilà, donc ça fait un peu le tour des 3 bonus que je voulais vous donner. C'est une vidéo un peu longue, mais je tenais vraiment à vous partager un peu l'envers du décor parce que je pense que lorsqu'on est bien outillé, on peut vraiment réussir à faire de belles choses. Il faut comprendre le marché dans lequel on est, comprendre un peu l'écosystème et l'environnement dans lequel on est pour justement pouvoir en tirer le plus parti. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner et à cliquer et activer les notifications pour recevoir, être informé dès que je produis de nouveaux contenus. Salut!